Un silence pesant, une tension palpable. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, Vassili Nebenzia a jeté un pavé dans la mare, un terme qui résonne comme un coup de tonnerre, piraterie maritime. Non pas une simple accusation, mais une dénonciation frontale, une image digne des plus sombres récits de flibustiers. Mais qui sont ces pirates modernes et que représente ce théâtre d'opération en mer Baltique qui captive l'attention mondiale? Question à vous, où que vous soyez en ce moment, quelle est votre ville et votre pays? Notifiez-nous en commentaire. L'incident en mer Baltique, révélé par des séquences vidéo troublantes, est au cœur de cette escalade. Des patrouilleurs estoniens auraient menacé un pétrolier russe en eaux internationales. Imaginez la scène, une tentative audacieuse d'imposer au navire de s'approcher des eaux territoriales estoniennes. Puis, à deux reprises, ils auraient tenté de projeter des équipes d'abordage par hélicoptère. Et comme si cela ne suffisait pas, une manœuvre délibérée de collision par un navire des forces navales estoniennes a été rapportée. Ce n'est pas un film, c'est la réalité de nos mers. Pourquoi des pays respectables agiraient-ils ainsi? Un autre scandale majeur plane sur cette région, le sabotage des gazoducs Nord Stream en septembre 2022. Décrit comme un crime sans précédent, cet acte a eu lieu dans les zones économiques exclusives du Danemark et de la Suède avec des conséquences écologiques et économiques dévastatrices. Il y a eu aussi une tentative d'arraisonnement du pétrolier Jaguar en mai dans le golfe de Finlande par l'Estonie sous pavillon gabonais. Seule l'intervention d'un Su-35 russe a empêché ce qui aurait pu être un incident bien plus grave. Et puis la détention du pétrolier Eagle en décembre par la police finlandaise naviguant sous pavillon des îles Cook en provenance d'un port russe. Ces événements ne sont pas isolés. Ils dessinent un tableau troublant de la sécurité maritime. Question à vous, quelle est votre ville et votre pays actuellement? Partagez en commentaire. Pourquoi toutes ces actions comptent-elles aujourd'hui? Elles impactent directement la sécurité internationale, l'économie mondiale. Si l'arbitraire est toléré en Baltique, demain, n'importe quel porte-conteneur asiatique à destination de l'Europe pourrait être stoppé. Les chaînes d'approvisionnement, la logistique, le commerce international s'effondreraient. C'est un risque concret, une menace sur nos économies et nos vies quotidiennes. La Russie se positionne comme la victime de ces agressions, se présentant comme le garant du droit international. Mais comment expliquer ces actions par des États qui se veulent respectueux des règles? Pourquoi cette escalade de tensions? Quel événement majeur, peu couvert par les médias, devrait être mis en lumière selon vous? Répondez-nous en commentaire. Le représentant russe, Vassili Nebenzia, a directement accusé les diplomaties occidentales des États-Unis, de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni. Il les qualifie d'hypocrites, dénonçant leur soutien à des actions illégales tout en prétendant défendre le droit international. Il parle d'un spectacle de piraterie absurde. Son argument est cinglant, ce ne sont pas des coupes-jarrets romantiques, mais des États respectables qui nous enseignait hier comment vivre selon les règles internationales. Pour la Russie, l'OTAN militarise la Baltique, couvrant des actes de piraterie sous le prétexte de cette fameuse flotte fantôme. La notion de flotte fantôme est elle-même hors de tout document international, une construction, selon certains experts, pour justifier des actions illégales. Qui parmi les experts ou les médias vous semble le plus fiable sur ces questions maritimes? Votre avis compte. Historiquement, cette situation rappelle les périodes de guerre froide, où la confrontation et la militarisation étaient de monnaie courante. Les accusations directes de piraterie ressemblent étrangement au récit des flibustiers, des temps où la loi du plus fort primait. Mais aujourd'hui, les pirates, voilà, sont des États dotés de flottes modernes. Le silence troublant à l'ONU, l'image des loups de mer estoniens exhibant un ultimatum, le cirque naval, avec des vedettes sous le drapeau de l'OTAN, tout cela évoque une mise en scène macabre. Et le fait qu'aucun média occidental ne veuille mentionner ce qui contredit leur narration renforce cette idée d'une guerre de l'information. L'économie européenne serait mise à genoux et forcée de sourire après Nord Stream. Les prix de l'électricité en Allemagne sont comparés au prix du champagne Dom Pérignon, une référence qui frappe. Où, selon vous, se situe la ligne rouge à ne pas franchir entre ces blocs militaires? Exprimez-vous en commentaire. Les conséquences sont claires. Économiquement, c'est l'effondrement des chaînes
logistique du commerce mondial si les inspections arbitraires deviennent la norme. Les prix de l'énergie pour l'Europe ont déjà explosé après Nord Stream, obligeant à une réorientation des industries. Militairement, c'est une escalade des tensions qui risque une guerre. Rappelez-vous les paroles de Nicolas Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité russe, annonçant que la sécurité de la navigation serait assurée, y compris par des moyens militaires. Politiquement, c'est l'érosion du droit international, l'anarchie maritime, la perte de crédibilité des institutions comme l'ONU. Socialement, c'est l'effondrement économique en Europe qui affectera directement les citoyens. Le pire scénario serait une escalade militaire directe en Baltique, un effondrement complet du commerce maritime, une désintégration de l'ordre international. Le scénario probable, c'est la continuation des provocations, la Russie réagissant de manière asymétrique, renforçant son dispositif militaire. Le droit international continuerait d'être piétiné. Qui sont les gagnants de cette situation? La Russie, qui défend sa souveraineté et le droit international, le complexe militaro-industriel occidental qui bénéficie de l'augmentation des budgets de défense, et la Chine et les États-Unis qui attirent les entreprises européennes délocalisées par le coût de l'énergie. Les perdants, l'Europe, le droit international et la stabilité mondiale. L'ancien président finlandais Alexander Stubb l'a dit sans détour, les navires qui contournent les sanctions sont une menace pour la sécurité nationale de l'UE. En d'autres termes, toute mesure contre eux est la bienvenue, même si elle viole le droit maritime international. Une confession cynique, la mer Baltique se transforme en vitrine pour les lobbyistes. Deux petites nations baltes jouent les gros bras pour plaire à l'OTAN, exécutant des ordres étrangers. C'est une guerre économique, une militarisation de l'Europe. L'intégration de la Finlande et de la Suède à l'OTAN est citée comme un facteur clé. Votre pronostic, quand cette tension en mer Baltique atteindra-t-elle son point de rupture? Mois, années et pourquoi? Pour l'Occident, il s'agit de cacher la vérité sur Nord Stream, de justifier les mesures pirates contre la Russie, de militariser la Baltique. Pour les pays baltes, c'est une preuve de loyauté envers l'OTAN. Pour le Royaume-Uni, c'est une quête de zone d'influence. La Russie, elle, veut protéger ses intérêts économiques et sa souveraineté, rétablir le respect du droit international. Les 3 ans d'enquête sur Nord Stream sans résultat concret, les millions d'euros dépensés, c'est une preuve accablante de dissimulation. Des centaines de milliers de tonnes de méthane ont fui. Les prix du gaz sont 3 à 4 fois plus élevés. La flotte de l'OTAN en Baltique, ce sont plus de 30 navires, plus de 2 douzaines de manœuvres depuis le début de l'année. La dépendance allemande aux importations de pétrole via la Baltique est de plus d'un tiers. L'UE a même mentionné le terme flotte fantôme pour la première fois dans son 17e paquet de sanctions, une preuve de sa reconnaissance implicite de cette nouvelle tactique. Mais surtout, le ton de la présentation est clair. Colère, indignation, sarcasme, un sentiment d'alarme et d'urgence. L'Occident est dépeint comme hypocrite, cynique, pirate. La Russie, elle, victime d'attaques illégales, contrainte de se défendre, une polarisation binaire, le bien contre le mal. La peur est le principal levier, l'effondrement économique, la guerre, l'anarchie maritime. Le langage est dramatique, hyperbolique. Les héros sont russes, les victimes sont le droit international et l'économie européenne. Détenions. Les méchants sont l'Occident, l'OTAN, l'UE, les États-Unis, le Royaume-Uni, les pays baltes, votre ville, votre pays. Où nous regardez-vous en ce moment? Partagez en commentaire pour que nous puissions cartographier notre audience. Cette situation est explosive. La question demeure, jusqu'où ira cette piraterie moderne? Qui osera briser le silence et exiger une véritable reddition de comptes? L'ordre mondial tel que nous le connaissons est en jeu. Appuyez sur le bouton j'aime si vous avez trouvé cette analyse utile. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos enquêtes profondes et partagez cette vidéo avec tous ceux qui doivent connaître la vérité. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à vous apporter des analyses percutantes. Il est crucial de comprendre les implications géopolitiques plus larges de ces événements. La mer Baltique, longtemps considérée comme une région relativement stable après la fin de la guerre froide, est en train de devenir un nouveau point chaud de confrontation. La Russie, se sentant encerclée par l'expansion de l'OTAN à ses frontières, en particulier l'adhésion de la Finlande et de la Suède, perçoit ces actions comme des provocations directes. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, étant d'anciens territoires soviétiques et désormais membres de l'OTAN et de l'UE, sont en première ligne de cette confrontation et cherchent à affirmer leur souveraineté et leur alignement occidental.
Leur dépendance vis-à-vis de l'OTAN pour leur sécurité est un facteur déterminant de leur politique étrangère. Par ailleurs, la question des flottes fantômes est une dimension complexe de cette nouvelle guerre maritime. Ces navires, souvent anciens et sous pavillon de complaisance, sont utilisés pour contourner les sanctions internationales imposées à la Russie, notamment en matière de transport de pétrole et de gaz. Ils opèrent dans une zone grise du droit maritime, rendant difficile leur interception et leur pénalisation sans risquer de violer la liberté de navigation internationale. La Russie utilise ses flottes fantômes pour maintenir ses flux économiques essentiels et contourner les restrictions imposées par l'Occident. L'UE et d'autres nations occidentales sont confrontées à un dilemme. Comment perturber ces opérations sans enfreindre les conventions maritimes internationales? La mention de la flotte fantôme dans le 17e paquet de sanctions de l'UE démontre une reconnaissance officielle de ce problème et une tentative d'y répondre légalement, bien que cela reste un défi majeur. L'incident de Nord Stream est un exemple frappant de la gravité de la situation. Peu importe qui est responsable de cet acte de sabotage, les conséquences écologiques et économiques sont immenses. Les gazoducs Nord Stream 1 et 2 étaient des infrastructures vitales pour l'approvisionnement énergétique de l'Europe, en particulier de l'Allemagne. Leur destruction a coupé une source majeure de gaz russe bon marché, forçant l'Europe à se tourner vers d'autres sources souvent plus coûteuses et moins fiables. Cela a eu un impact direct sur les consommateurs et les industries européennes, contribuant à l'inflation et à la crise énergétique. Les allégations russes selon lesquelles les États-Unis et leurs alliés occidentaux seraient impliqués dans le sabotage de Nord Stream, bien que démentis par ces derniers, alimentent la rhétorique de la victimisation et de la confrontation. Le manque de transparence et les enquêtes prolongées sans conclusion claire ne font qu'ajouter à la méfiance et aux théories du complot. Les exercices militaires dans la Baltique se sont multipliés ces dernières années, tant du côté de l'OTAN que de la Russie. Ces manœuvres sont souvent perçues comme des démonstrations de force et des signes d'escalade. Pour l'OTAN, il s'agit de renforcer la dissuasion et de montrer sa capacité à défendre ses nouveaux membres. Pour la Russie, c'est une réponse à ce qu'elle considère comme une expansion agressive de l'alliance militaire occidentale. Cette militarisation accrue de la région augmente le risque d'incidents non intentionnels qui pourraient rapidement dégénérer en conflit ouvert. La présence de plus de 30 navires de l'OTAN et de 2 douzaines de manœuvres depuis le début de l'année illustre cette intensification des activités militaires. La rhétorique utilisée par la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU, qualifiant ces actions de piraterie, est une tentative de délégitimer les actions occidentales et de les présenter comme des violations flagrantes du droit international. En utilisant un terme aussi fort, la Russie cherche à mobiliser l'opinion internationale contre ce qu'elle considère comme des actes illégaux et dangereux. Elle met en lumière l'hypocrisie perçue des nations occidentales qui se posent en défenseurs de l'ordre international tout en menant, selon elle, des opérations pirates. Ce double standard est un point central de l'argumentation russe. La dépendance économique de l'Allemagne aux importations de pétrole via la Baltique, représentant plus d'un tiers de ses besoins, rend le pays particulièrement vulnérable aux perturbations maritimes dans cette région. Toute entrave à la navigation dans la Baltique pourrait avoir des conséquences économiques dévastatrices non seulement pour l'Allemagne, mais pour l'ensemble de l'Europe. Les chaînes d'approvisionnement maritime sont des artères vitales de l'économie mondiale et leur perturbation, même partielle, peut entraîner des retards, des augmentations de coûts et des pénuries. Un point souvent sous-estimé est la dimension psychologique de cette confrontation. La Russie utilise un langage fort et des allégations de piraterie pour instiller la peur et l'incertitude. Elle cherche à diviser l'Occident en soulignant les coûts économiques et sociaux des sanctions et de l'escalade militaire. Le parallèle avec le prix du champagne Dom Pérignon pour l'électricité en Allemagne est une métaphore puissante visant à illustrer l'ampleur des conséquences économiques pour les citoyens européens. Les pays baltes, en se montrant zélés dans l'application des sanctions et en menant des actions fermes contre les navires russes ou leurs alliés, cherchent non seulement à affirmer leur alignement sur l'OTAN, mais aussi à consolider leur position au sein de l'Alliance. Ils se perçoivent comme des boucliers contre l'agression russe et sont prêts à prendre des risques pour défendre ce qu'ils considèrent comme leur sécurité nationale. Cependant, cela contribue également à la militarisation de la région et à l'augmentation des tensions
L'absence de couverture médiatique occidentale des allégations russes est un problème majeur en termes de neutralité de l'information. Dans une guerre de l'information, il est essentiel de présenter tous les points de vue, même ceux qui sont en désaccord avec la narration dominante. Le silence sur ces incidents et les accusations de piraterie peut créer une perception biaisée de la réalité, alimentant la méfiance et la polarisation. Cela renforce également l'idée que les médias sont instrumentalisés dans le cadre d'une guerre hybride. En somme, la situation en mer Baltique est un microcosme des tensions géopolitiques mondiales. Elle est le théâtre d'une complexe interaction entre sécurité énergétique, droit international, souveraineté nationale et alliances militaires. Les incidents maritimes, loin d'être isolés, sont des symptômes d'une confrontation plus large qui pourrait avoir des répercussions bien au-delà de la région. Le maintien de la paix et de la stabilité dans cette zone dépendra de la capacité des acteurs à trouver un équilibre entre fermeté et désescalade, ainsi qu'à rétablir un dialogue constructif. Sans cela, la mer Baltique pourrait devenir un point de rupture aux conséquences imprévisibles pour l'ordre mondial établi. Le rôle des organisations internationales comme l'ONU est également mis à rude épreuve. Si le Conseil de sécurité est paralysé par les vétos et les accusations mutuelles, sa capacité à résoudre les crises internationales est gravement compromise. La demande de reddition de comptes et de transparence est essentielle pour restaurer la crédibilité de ces institutions. La Russie, en portant ses accusations devant l'organe suprême de la sécurité mondiale, cherche à mettre en lumière les défaillances du système international et à se présenter comme le défenseur des principes du droit international. Enfin, il est important de noter que chaque action engendre une réaction. Les provocations perçues par la Russie en mer Baltique, qu'elles soient réelles ou imaginées, pourraient la pousser à adopter des mesures plus audacieuses à l'avenir. Cela pourrait inclure un renforcement significatif de sa présence militaire dans la région, des démonstrations de force encore plus marquées ou des tactiques asymétriques pour perturber les intérêts occidentaux. L'escalade est un risque constant dans ce type de confrontation. Pour éviter le pire scénario, il faudra une dépolarisation des discours et une recherche active de solutions diplomatiques, ce qui semble malheureusement de plus en plus difficile dans le climat géopolitique actuel. Le monde est à un carrefour et la mer Baltique est l'un des points névralgiques où l'avenir de la sécurité mondiale est en jeu.